Bonjour et bienvenue à On Jase. Martin Lemay avec vous et on sera en compagnie aujourd'hui de Pierre Lebrun et de Gaston Therrien. Et les sujets aujourd'hui sont nombreux, bien sûr, en raison de ce rappel de Ryan Poehling. Alors, on va aller avec les suggestions, entre autres, de Steve Legault qui dit avec qui devrait-on employer Ryan Poehling? Je pense qu'on a déjà une réponse, on va la donner. On a vu ça à l'entraînement tantôt. David Alexandre Gagnon a parlé de pourquoi ne pas rappeler le meilleur attaquant du Rocket. On va en discuter également. Et Jérémy nous a parlé du match brouillon à Dallas. Satisfait quand même du bilan du Canadien sur la route, oui ou non, on va en jaser ensemble avec Gaston et Pierre Lebrun. Bonjour, salutations et bienvenue à On Jase, édition du 4 novembre 2019. Luc Dansereau, salut. Salut Martin. Le 4 novembre. Le 4 novembre. Pourquoi tout le monde dit ça? C'est-tu l'affaire de Jean Chrétien? Oui, un beau classique. OK. Tout le monde est classique aujourd'hui. Ouais. Salutations à Tim à la mise en onde également et à Rock aux médias sociaux. On va se timer. Salut Rock. Salutations à Rock. Les gars, ils font de l'excellent travail. Merci d'être là. Le Canadien, oui, c'est un super voyage, sauf que ça finit en queue de poisson, selon moi. Puis je vais vous expliquer pourquoi tantôt, en compagnie de Gaston Therrien. Je peux bien croire qu'on fait être content. 4-6 les points, mais honnêtement, il y a un aspect très décevant du match de samedi. On va en discuter dans quelques instants également. Ryan Poehling qui a été rappelé, ça aussi, c'est une affaire bizarre. On va en jaser avec Gaston, mais j'ai également téléphoné tantôt à Bruno Gervais qui faisait l'analyse du match du vendredi du Rocket de Laval. Donc, on va en discuter également. Et bien sûr, vous savez, Pierre Lebrun va faire le tour de la Ligue nationale de hockey. Donc, vous avez des questions pour Pierre Lebrun. Ne vous gênez surtout pas. Oui, mais pas par rapport à Don Cherry, s'il vous plaît. On ne les posera pas. Non, pas le droit. Je n'ai pas l'intention de poser une question de Don Cherry. Non. J'espère que l'électricité est revenue chez vous. J'espère que vous avez pris soin de vous, pas fait à souper avec le barbecue dans le salon. On rit, mais c'est arrivé encore en fin de semaine. C'est-tu arrivé en fin de semaine encore? Oui, monsieur. Ben non. OK. Ça a fait les nouvelles. Bon. Gaston Therrien, salut. Salut Martin, salut Luc, salut Tim, salut Rock, salut Marcel, salut Louise, Diane. Ah, OK, j'avais fini, excusez. Ben merci salut Gaston. Tout le monde. Non, mais merci. Ils sont là. Ben, ils sont là. Je sais qu'ils sont là et ils font un travail extraordinaire. Martin, c'est vrai que c'est arrivé pour le barbecue en fin de semaine, c'est arrivé chez Martin Lemay. Non, comme j'ai pas essayé, il partait pas le tabarouette. Ça, c'est bien d'avoir essayé. Ah oui, la tête de propane flambant, tout, le barbecue. Non, je veux pas. Ben, cela dit, c'est pas drôle, là. Je trouve pas ça drôle. Non. Partir un barbecue chez. Non, mais à l'intérieur, comment? OK. Non, mais moi, vous riez de ça, j'ai une petite anecdote. En Europe, quand j'étais à Tours, en France, il y avait vraiment de neige. Il faisait pas beaucoup froid, ou très peu de neige. Et donc, j'avais un barbecue que j'avais emmené du Canada, puis j'ouvrais ma porte de garage à peu près de 12 pouces. Je mettais mon barbecue près de la porte de garage et je ne le quittais pas. Si je faisais cuire quelque chose, je restais jusqu'au moment et il y avait aucun problème. Mais restais là, c'est les émanations de gaz, ça explique beaucoup de choses aujourd'hui. Oui, c'est ça. J'ai compris, Martin. Bon, on parle de quoi aujourd'hui? On parle d'impact, c'est ça? Ah non, c'est Canadien. T'es à l'entraînement, là, quelques secondes à peine. Fait que donne-nous donc les résultats. Ryan Poehling était sur la glace. Il était avec qui? Oui, il était avec Lekonen et puis Barron. Et puis Thompson avait retrouvé Cousin. Ben, Cousin était là, mais avait retrouvé Suzuki à droite. Et Will était le 4e joueur de ce trio-là. Il n'y a pas aucun changement à la défense. Toujours les mêmes duos de défenseurs. Kolak était avec Pauline. Donc, ça veut dire qu'en principe, il ne jouerait pas parce que je pense que ces 6 défenseurs-là ont donné satisfaction depuis un certain temps à Claude Julien. Devant le filet, c'est Carey Price qui est arrivé le premier. Donc, devrait jouer le match là, de demain. OK. Tu commences avec le voyage ou tu veux commencer avec Poehling? Non, on va commencer avec le voyage. On va aller par ordre chronologique. Poehling était rappelé après le voyage. Moi, je t'écoutais en entrée de jeu. C'est vrai qu'il y a peut-être eu des lacunes lors du dernier match, mais que tu joues en Chine, au Japon, en Afrique, à Longueuil, à Belleuil, quand tu fais 4 points sur 6 sur la route avec l'équipe que le Canadien a, c'est très satisfaisant. Ou la déception, c'est que Claude avait fait donner un couvre-feu, je pense que c'est 10h ou 10h30 à Dallas pour tout le monde, c'est-à-dire à Vegas pour Dallas.
Et puis, tu joues le match, Dallas a joué un match, arrive chez eux, on les attend, on semble en pleine confiance. Et là, je te dis pas que tu perds 2 points, sauf que tu laisses échapper 2 points. Ça aurait pu être un voyage parfait. Mais comme je te dis, quand l'entraîneur est dans le bureau avec ses assistants, il dit on a 4 points sur 6, ça aurait pu être pire que ça. Mais j'aurais aimé avoir les 6 points parce qu'on avait eu 2 belles victoires. Une victoire peut-être un peu plus chanceuse lors du deuxième match avec Kincaid, mais il y avait eu quand même 2 points de classement. Et ça, tu te dis, c'est un tremplin peut-être pour le prochain match, puis ça n'a pas fonctionné. Non. Puis ma déception est la suivante. Moi, vendredi, quand je me suis couché, il était 11h37 le soir. Et le match n'était pas fini au Colorado, entre l'Avalanche et les Stars de Dallas. Donc, on ne parle pas qu'ils jouaient la veille. Le match est fini à 10h. Puis à minuit, ils sont dans l'avion, ils sont arrivés chez eux à 1h. Non. À minuit, ils sont sur la glace, tabarouette. Puis, je veux juste vous rappeler, ils ont joué à 19h, heure de Montréal. Ça veut dire pour Dallas, c'était 18h. Fait que c'est pas vrai que c'était un 2-2 pour les Stars de Dallas. C'était un 2 en 1 et 3/4, tu comprends-tu? Fait que, puis, moi, c'est là que je fais... mais Martin, il n'a pas montré présent. Je comprends ce que tu dis, 1 et 3/4. On ne jouera pas ces mots. C'est un 2 matchs en 2 soirs. Peut-être un match un peu plus de bonheur, puis des fois, c'est un petit peu plus tard. Et il ne faut pas que tu oublies qu'un joueur de hockey, après un match, il y a l'adrénaline, il y a l'émotion, il y a la déception, il y a la joie lorsque tu gagnes. Tu ne dors pas tout de suite. C'est impossible. J'ai été assez longtemps sur une glace, j'ai été assez longtemps entraîneur pour te dire qu'il n'y a pas un joueur qui va dire, bon, ben, coach, il est 11h, à 11h30, je suis dans ma chambre, puis à 11h35, je dors. C'est impossible. Quand tu voyages junior, tu aimes voyager des fois après un match, et Cap-Breton le faisait souvent parce qu'ils sont très éloignés. Parce que les joueurs, après le match, ils veulent manger, ils veulent discuter. Ils ne sont pas prêts à dormir tout de suite. Mais quand tu as du bon repos, c'est très bien. Et les équipes de la Ligue nationale dorment dans des bons hôtels, ne s'occupent pas d'équipement, s'en vont directement dans leur chambre. Ça devient une routine. Et je pense que depuis 2, 3, 4 ans dans la Ligue nationale, depuis qu'on a énormément, entre 12 et 15 matchs en 2 soirs, c'est devenu une habitude. On s'est habitué à ça. C'est un rythme de joueurs de la Ligue nationale. Et c'est pour ça que Dallas a sorti fort. Le Canadien semblait un peu impressionné. Pas un peu, mais très impressionné. Mais ma grande déception, moi, du week-end, c'est qu'ils ont joué avec le feu avec l'avantage numérique 0-10. Ça a été le pain et le beurre du Canadien. Il ne faudrait pas qu'ils perdent ça. Tu as devancé la question d'Éric et je m'en ai intervenu là-dessus, mais l'avantage numérique, c'est ce qui a plus déçu Éric puis la plupart de nos auditeurs. C'est le mix des deux. C'est que l'avantage numérique plante. Là, on réussit à gagner à 5-5 les 2 premiers matchs. Là, ils plantent dans le 3e également parce que tu as eu des opportunités. Puis Dallas, eux autres, marquent en avantage numérique. Un lancer de punition, je m'excuse, c'est un but en avantage numérique aussi. Fait que les unités spéciaux, on fait la différence dans ce match-là des Stars. On ne sort pas ni Riley ni Fleury. Pourquoi? C'est pas la 3e paire de défense qui a coûté des buts. C'est le désavantage numérique du Canadien. Oui, le désavantage puis l'avantage ne s'est pas produit. Mais quand je regarde la situation, c'est que l'avantage allait tellement bien avant ce voyage-là. Et le désavantage semblait pouvoir un petit peu sortir la tête de l'eau. Que le désavantage encaisse des buts, tu te dis, bon, ça n'a pas changé, on est encore là-dedans. Mais que ton avantage t'en donne pas. Wow! Là, tu dis, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il ne faut pas que le désavantage soit constant dans un domaine où ils ne sont pas les meilleurs. Il ne faut pas que non plus que l'avantage numérique devienne un avantage numérique qui n'est pas dangereux. Ouais. Donc, la somme de ça fait en sorte qu'il y a une déception. OK. Puis, dans ma grande déception du match du Canadien samedi, le seul point positif, c'est le point de presse de Claude Julien qui, après, il dit, garde, t'as beau effouetter, ça serait rien passé. C'est pas des robots, c'est des humains. Ça arrive, puis il dit, on tourne la page, on passe à un autre. Parce que, comme je te disais tantôt, Gas, tout était en ordre. Les Canadiens ne jouaient pas vendredi. Ils étaient déjà à Dallas à les regarder. Eux autres, là, 5 minuit, ils sont encore sur la glace. Ils ne sont pas dans l'avion avant 2. Ils ne sont pas dans leur lit avant 4. Ils n'ont pas eu de pratique, c'est sûr. Puis pour eux autres, ils étaient rendus 5-6 heures quand la game a commencé. Oui, mais comme je t'ai dit, Martin, je comprends ce que tu dis. C'est une explication, mais ça arrive des matchs comme ça. Ça arrive des voyages comme ça. Si Canadien, j'avais dit à Claude Julien, Claude, 4 points sur 6, on ne fait aucun voyage. Est-ce que tu sais? Il aurait dit, donne-moi 20 contrats comme ça. Là, je pense que tu avais une chance d'aller chercher 6 points, puis j'en suis conscient. Mais écoutez, là, c'est pas là que le Canadien ne fera pas de série. On ne dira pas, hey, rappelez-vous le match à Dallas. Dallas, c'était facile. Non. 4 points en 6,
C'était parfait. Vegas, personne n'est donné gagnant, puis ils ont gagné. Que ce soit de chance ou de peine et de misère ou quoi, c'est les 2 points de classement qui comptaient. Claude, dans sa tête, s'est dit, est-ce que je pourrais faire un voyage parfait? Oui, il y avait une possibilité. Puis je pense que Claude avait tout mis en place pour que ça fonctionne. Les joueurs ont essayé, mais Dallas les a surpris par leur intensité. Radulov, on sait comment il est. C'est une balle de ping-pong sur la glace, patine tout le temps, puis il est constamment sur le porteur. Ça n'a pas aidé, mais c'est comme ça. C'est ça le hockey. Ouais, puis Dallas va mieux, là, honnêtement. Là, ouais. Puis il y a plein d'experts qui avaient prédit une Coupe Stanley aux Stars de Dallas. T'en souviens, là, Martin, dans les Gothic Calls au début de la saison? Ah, là? ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, Dallas va coller une série de victoires, puis ben, c'était leur 3e de suite, là, quand même. OK. Le dossier clos, puis je suis d'accord, tu sais, au niveau du voyage, tu t'avais dit 4-6. D'ailleurs, c'était la première défaite en temps réglementaire de Carey Price sur la route cette année, puis on est rendu au mois de novembre. Alors, c'est une autre façon de prendre les choses du bon... Il a été bon, Carey, mais il n'a pas été extraordinaire, donc c'est comme ça. Ouais, moi, je trouve que Carey, c'est pas mal le seul qui a montré présent. Oui, mais tu sais, sur le but de Radulov, c'était une mise en jeu, puis cette mise en jeu-là, moi, je vais essayer de la décortiquer ce soir en 2 matchs avec une image, mais je peux pas comprendre que tu perds une mise au jeu puis que tu n'es pas capable d'avoir un temps de réaction pour empêcher un lancer aussi direct avec Radulov. Mais bon, ça, c'est un autre point. Là. On ne commencera pas à épiloguer là-dessus. Ça, par exemple, pour le désavantage numérique, c'est plate parce que le désavantage numérique, depuis que Claude Julien avait dit qu'elle allait s'en occuper, ça allait bien. Mm-hmm. Ce but-là en désavantage numérique, moi, je ne mets pas une marque comme quoi que les Canadiens donnaient le but en désavantage numérique. Tu sais, ce qu'on va dire, c'est une mise en jeu, ça peut être à 5 contre 5. C'est pas le désavantage numérique qui a été défectueux. Non, bon point. Non. T'as raison. Excellent point. Il y a Ben sur Ongeaz qui dit j'ai regardé le match au complet samedi, puis il spécifie en parenthèse boring. Ah oui. Il dit j'étais presque insulté que Ben Bishop, qui est dans son pool, a perdu son jeu blanc à cause d'un lancer d'Arthurie Lekonen. Allô, Arthurie? Allô? Tu fais référence à ton texte. Patine ne marque pas souvent, puis il marque quand c'est des causes désespérées. Bon, mais un matin, là, je vais vous dire, une parenthèse, on pensait tous que peut-être Lekonen ou Barron étaient pour sortir et qu'on ferait jouer Will à la place d'un de ces deux-là. Ça ne s'est pas produit. C'était Will qui, juste après moi, va être le 13e attaquant. Mais Will n'a rien fait pour dire qu'il va voler la place à Barron puis Lekonen. Puis je comprends ce que tu vas me dire sur Barron et Lekonen, mais Will n'a pas fait assez pour dire qu'il mérite de rester là. C'est sûr que quand tu veux prendre la place d'un vétéran, il faut qu'en bout de ligne, tu sois en avant. Si tu n'es pas en avant, c'est le vétéran qui va rester. Mais il reste qu'il y a un point d'interrogation au-dessus de la tête de Paul Barron, un gros point d'interrogation qui fait beaucoup jaser. Incroyable. Ouais. Il y a un texte d'ailleurs sur rds.ca, vous irez lire ça aujourd'hui. Gaétan pose une bonne question par rapport à Byron Lekonen. Il dit la plus grande question est qu'arrive-t-il si Ryan Poehling réussit à relancer Byron puis Lekonen? C'est bon, cette question-là. Là. Vas-y, mon gars! Bonne chance. Bonne chance, on y va, c'est une bonne question, mais il reste que je pense que les 2 meilleurs joueurs pour le premier match du retour de Poehling peuvent jouer avec lui, c'était Lekonen et Barron. Je vous explique pourquoi. C'est 2 vétérans. C'est 2 gars très rapides. Il y en a un, Lekonen travaille énormément. Lui, il fait paraître la game tellement difficile, tellement qu'il n'y arrive pas à marquer, que c'est hallucinant. Puis Barron, il est ultra rapide, peut avoir un échappé. Mais moi, dans ma tête, c'est pas Poehling qui doit bien faire paraître ses 2 alliés. Pour le premier match, c'est les 2 alliés qui doivent aider Poehling pour qu'il puisse bien paraître. Oui, absolument. Puis je suis content de revoir Suzuki avec Thompson et Cousin. C'est un des trios que j'aimais. Fait que je suis content. Tu sais, pas Cousin, mais Suzuki a bien fait au centre. Je suis content de le revoir avec Thompson, même si j'aime mieux le voir au centre, mais je suis content de le voir avec Thompson pour voir s'il peut reprendre ce qui était avec Cousin. C'est drôle. Moi, je ne l'aime pas au centre du tout parce que je pense pas que le Canadien va avoir de la place pour Nick Suzuki. Je pense plutôt qu'il y a une place dans le moment à droite comme droitier, puis il joue sur l'avantage numérique comme joueur d'un ailier. Donc, moi, je me dis, pourquoi le bouger quand tu sais que c'est un joueur recru dans la Ligue? Vous allez me dire, ouais, mais c'est bon qu'il développe. Ah oui, Galchenyuk en a tellement développé qu'il est plus capable de jouer au hockey. Ben c'est drôle, tu dis ça, Martin, parce que Marc-André sur Facebook, tantôt, il disait Suzuki avec des Thompson et Cousins égale inexplicable. Fait que lui, il était visiblement pas d'accord avec ce... Ben, je veux dire, c'est même pas une démotion, là, mais ce retrait. Parce que c'est pas un 4e trio quand ces 3-là sont ensemble. Ils sont efficaces. Puis à chaque fois qu'ils sont sur la glace, ils s'en vont de l'autre côté, mettre de la pression sur l'équipe adverse. C'est vraiment un bon trio. Puis, tu sais, on va se le dire, le trio de Thompson, Suzuki et Cousin,
si vous voulez y aller en chiffre, c'est le 3e. La 4e ligne à soir, demain soir, ça va être Poehling avec Lekonen puis Barron. On est d'accord, Gas? Oui, on est d'accord pour ça, mais j'ai l'impression que Poehling pourrait mieux paraître à jouer dans la Ligue nationale qu'il paraît lorsqu'il est dans la Ligue américaine. Il y a des joueurs qui sont comme ça. Ils ont besoin d'être très bien entourés pour être capables de liser le jeu d'un cran. Puis il y en a d'autres qui vont s'adapter où ils sont. S'ils jouent dans la Ligue américaine, ils jouent dans la Ligue américaine. S'ils jouent dans la East Coast League, ils jouent dans la East Coast League. S'ils jouent dans la Ligue nationale, ils jouent dans la Ligue nationale. Il y en a que c'est comme ça, c'est dans leur ADN de joueur de hockey. Et moi, je pense que Poehling va connaître un bon match parce que c'est un gars qui est capable de faire plein de bonnes choses sur la glace, physiquement imposant. Et j'aime mieux voir Poehling au centre que Suzuki au centre. OK. Pardon. Fait que finalement, je m'excuse, fait que finalement, les deux, là, vous n'avez pas répondu à la question. Là. C'est quoi? Si Poehling réussit à relancer Byron puis Lekonen? Tu as raison, Luc. Vas-y donc, Gas. J'ai répondu à ta question en disant je pense pas qu'il va les relancer. C'est aux deux autres à l'aider à les relancer. Moi, je pense que Poehling va avoir de la nervosité. S'il réussit, ça veut dire qu'il était trop fort. Il est trop fort de la Ligue. Là. Parce que ces deux-là sont dans le coma profond depuis le début de l'année au point de vue de production. Fait que, je m'attends pas que ce trio-là marque 6 buts mardi. Là. Je m'attends à ce que ce trio-là soit impliqué. Puis je m'attends à voir Poehling à jouer un rôle de 3e joueur de centre. Là, vous allez me dire, ouais, là, Boston va joue ce soir, puis demain, Canadien. Je le sais, mais on a vu ce que ça a fait avec Dallas. Je vous dis pas que le Canadien ne peut pas battre Boston, mais je vous dis que Poehling contre Boston, je suis pas certain que c'est lui, là, s'il peut sortir avec la première étoile, ça, je suis d'accord. Mais est-ce que ça va être ce trio-là qui va les faire gagner? Ça peut arriver aussi dans un match de hockey, puis tout arriver. Mais dans le moment, ce que je veux, c'est que Poehling joue son rôle de joueur de centre. Je me fous que ce soit avec Lekonen, Barron ou avec Suzuki, qui joue comme un joueur de centre qu'on a besoin à Montréal. Ça va mettre un peu de pression sur le dos de Kotkaniemi qui est blessé à l'aine. Donc, il a patiné ce matin. Attends, on va y revenir à Kotkaniemi. Je l'étale la question à notre auditeur. C'est Gaétan, puis je l'étale la question, mon gars. Tu sais, on va parler du mérite d'être rappelé de Poehling. Visiblement, c'était pas lui qui le méritait. Là, c'est lui qui est rappelé. Là, Kotkaniemi, mettons qu'il revient au jeu samedi, puis Poehling, sans dire qu'il fait produire deux autres, là, mais c'est un trio efficace. C'est un trio qui a marqué 1 ou 2 fois dans les 2 matchs, qui ont du succès. Tu retournes-tu ton prodige, ton ancien premier choix, Poehling? Est-ce que tu lui fais l'affront de le retourner dans la Ligue américaine de hockey? Là, tu vas y pas avec une patate chaude. Tandis que s'il avait appelé, exemple, Belzile, qu'il méritait plus que Poehling, quand Kotkaniemi revient, c'est facile de retourner le gars qui est étiqueté Ligue américaine. Mais là, c'est quel des premiers choix qui vont descendre en bas? Ben moi j'aurais rappelé Poehling aussi parce que, selon ce que Marc Bergevin a dit, il ne passera pas l'année là. Je lui ai dit qu'on l'appellerait rapidement s'il avait blessé. Donc, premièrement, dans le cas de Poehling, non, c'était pas le joueur qui méritait le plus de venir dans la Ligue nationale, c'était Belzile. Mais Kotkaniemi est un joueur de centre. Belzile n'est pas un joueur de centre. Moi, j'aime pas Suzuki au centre. Il fallait rappeler Poehling. Si Poehling est capable de prouver qu'il appartient à la Ligue nationale, ben ça met un peu de pression sur Kotkaniemi. Puis dans le cas de Kotkaniemi, l'aine, ça peut prendre une journée, comme 1 mois, comme 2 mois. Il n'y a rien qui peut prouver que ce gars-là est à 100%. Donc, médicalement parlant, si Poehling connaît un bon match, il va jouer l'autre match. Puis, du côté du Canadien aussi, on peut faire reposer Thompson. Il y a plein d'options qu'ils peuvent faire pour le jeune. S'il prouve qu'il appartient à la Ligue nationale, il y a des transactions qui peuvent se faire. Mais moi, je pense que du côté de Poehling, pour le moment, Claude Julien a dit, j'aime beaucoup Thompson et je sais qu'il en a besoin dans des moments assez importants du match. Donc, je ne suis pas certain que Thompson va céder sa place, mais ça va mettre énormément de pression sur Kotkaniemi. Ça va devenir un autre agréable problème, comme dirait Claude Julien et Marc Bergevin. Ils vont être obligés de jongler avec un jeune ou 2 jeunes, puis les jeunes n'iront pas d'un gradin. Tant et aussi longtemps que tu peux jouer, tu joues, mais là, il est blessé, Kotkaniemi. Peut-être qu'il va être blessé plus longtemps. On ne sait pas où il s'est blessé puis comment il s'est blessé. C'est bizarre. Ouais, tu parles t'as parlé de transactions. Là, je fouille en même temps que j'écoute puis que je lis les auditeurs. Il y a un journaliste de San Jose qui a inscrit sur Twitter en fin de semaine que Scott Millenby avait été aperçu à 2 matchs des Sharks
récemment, là, en fin de semaine. Donc, tu parles de transactions. Je veux dire, on sait, là, il voyage, tout ça, à chaque fin de semaine. Là, mais il l'a mentionné, puis regarde, ça peut être une option du côté de San Jose. Oui, puis Scott Millenby, au salaire qui est payé, il peut voyager à San Jose un peu. Il est après cette année du froid, avec hier, ça chauffait à quoi de là-bas. Ça me dit rien à moi, ça. C'est pas un carrefour giratoire, là, le San Jose. Quand tu vas à San Jose, c'est vraiment... Non. C'est un déplacement particulier. Mais là, c'est Vlasic. Allez-vous donner un jeune pour Vlasic? J'aime beaucoup Marc-Édouard. Mais tu donnes-tu Péling pour Vlasic? Vlasic, il a 32, 33, 34, je ne sais pas l'âge au juste. Ses meilleures années sont devant lui. C'est encore un excellent défenseur, c'est à court terme. Moi, je ne donne aucun sacrifice pour Vlasic d'un jeune. Non, ça. Moi, je suis pour les transactions, mais il faut que ce soit pour le présent et le futur. Moi, on parlait beaucoup de Werenski, là, du côté de Columbus. Eh boy. Moi, là, sors ton chèque. Ben, ton chèque, ça va te coûter Romanov, Barron, avec Barron, c'est sûr. Mais c'est un choix que tu fais. Plus que ça. Ben là, attends un peu. Là, Romanov, là, il a une très grosse réputation. Tant et aussi longtemps que ces gars-là n'ont pas mis les pieds dans la Ligue nationale, leur réputation est élevée. Oui, mais parce qu'après, ça peut se gâcher. Mais Romanov, il représente un aspect important au point de vue salaire, parce que lui, il est sur un contrat s'il vient l'an prochain. S'il vient l'an prochain, c'est un contrat d'entrée dans la Ligue nationale à l'entour de 900 000. Je n'ai pas les chiffres par cœur. Puis du côté de Barron ou un autre joueur, mais Barron, il y a 2 saisons de 20 buts. Faites attention, c'est pas parce qu'on le trouve au balotage qu'il n'y a pas aucune valeur. Werenski, c'est un gars de près de 40-45 points qui créerait un impact important en défense du Canadien, surtout avec Weber. Mais il reste que si tu donnes Romanov, peut-être que Romanov, dans 4-5 ans, va être au niveau de Werenski. Werenski, c'est qu'il a joué 3 ans dans la Ligue. C'est ça, là. Mais il faut faire attention avant de dire, hey, sors ton chéquier. Je ne donnerais pas Crosby, McDavid, Ovechkin puis Price pour... Moi, je dis qu'il y a un prix à payer, mais le prix, c'est quoi le prix? Logique. Oui, mais quand on parle le problème, c'est pas les gars qu'on donne. Le problème, c'est les gars qu'on reçoit. Zach Werenski, là, c'est un gars qui sera considéré pour le trophée Norris dans les années à venir. C'est ça que c'est. Là. Non, Gaston, on parle de la crème. On parle de la crème, de la crème, de la crème en Zach Werenski. Non. Et non, on parle d'un excellent défenseur qui a encore beaucoup de progression à avoir, puis de maturité à prendre, mais d'un excellent potentiel. Mais qui te dit que Romanov ne viendra pas la crème, puis Werenski la crème sûre? Oui, on verra. Jusqu'à date, là, il y a Romanov là, qui commence par arriver par en Amérique, là, puis s'adapter au fuseau horaire, puis on décidera après ça s'il est bon ou pas bon. Zach Werenski et Gaston, là, c'est 26-27 minutes par match, puis de bon hockey. Puis comme tu l'as dit, il a juste 21 ans, puis 3 années d'expérience, tout simplement. C'est un défenseur exceptionnel. Là. Ça coûterait la peau. Ça coûterait quoi? Ça coûterait quoi, Martin? Peau du cul. Ah ouais, ça n'a pas de sens. Mais c'est quoi la peau de ce que tu as dit qu'on a en Canadien pour ça? Là? J'aimerais ça t'entendre. Mais moi, je pense qu'un, il n'est pas disponible du tout. On vient juste de signer un contrat transitoire, si tu veux. Là. Oui, mais mettons que les Blue Jackets ils s'en vont nulle part, puis eux autres, la masse salariale pourrait jouer un rôle. La masse joue un rôle dans toutes les formations quand ton président ou ton propriétaire te le dit. Et que là, ils ont la certitude comme Romanov pourrait venir à Montréal l'an prochain, puis qu'ils pourraient avoir un patineur comme Paul Byron qui est ultra rapide, puis ça ferait leurs affaires. Tu sais pas ce qu'ils pensent comme organisation. Parce que c'est certain que Werenski vaut plus que Romanov dans le moment, mais quand Romanov va jouer dans la Ligue nationale, peut-être qu'on va dire « Wow, on l'échange plus, Romanov est vraiment bon. » Exact. Là, on ne l'a pas vu. Exact. Mais c'est un minimum, selon moi. Ça coûte premier Kotkaniemi Romanov, si tu vas avoir un Zach Werenski. Bon, ben, je te dirais, regarde, je suis dans le tunnel, là, ça griche, je te parle. C'est pour ça qu'ils vont le garder. À l'âge qu'il a, ils vont pas commencer à le transiger, c'est sûr. Là. Bref, anyway. Seth Jones a été transigé. Comment? Seth Jones a été transigé. Oui, ils ont donné Ryan Johansson pour. Ah oui. Est-ce que Johansson, c'est la crème? C'est un centre numéro 1. Il est où le centre numéro 1 dans Kotkaniemi, Romanov au premier choix? Bien, on pense que Kotkaniemi, s'il progresse bien, c'est pas parce que là, il y a un mauvais début de saison qu'il pourrait venir d'un premier centre du côté du Canadien. Il a quel âge? Kotkaniemi a 19 ans. Oui, mais il y a une progression. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on dit des choses sur des joueurs. C'est vrai que Werenski a une très bonne année encore cette année, mais ça fait 3 ans. Peut-être que Kotkaniemi, l'an prochain,
on va en parler, on va dire, on a-tu bien fait de même pas parler d'en échanger? Moi, je dis qu'il faut être prudent avec des gars de 18 et 19 ans. Je suis d'accord. C'est-à-dire que présentement, si tu vas avoir Werenski, c'est ça que ça te coûterait. C'est pas vrai que Columbus va laisser aller un défenseur numéro 1, là, parce que c'est pas un numéro 2, c'est un numéro 1. Pour des peut-être Romanov puis peut-être Kotkaniemi. Ouais, de toute façon, les transactions là, qui. Mais d'ailleurs, de toute façon, surviennent... ça fait juste montrer à quel point c'est difficile de faire les transactions parce que s'il y en a un d'un bord qui s'appelle Gaston puis de l'autre bord qui s'appelle Martin, vous le voyez présentement, là, on ne pourrait pas s'entendre parce que les deux on considérait qu'on était à des années-lumière de s'entendre. Ah, puis ça peut être très mineur comme transaction aussi. Là. Ça, je veux dire, ça peut être fall-in, ça peut être pour débarrasser d'un joueur pour avoir un contrat, ça peut être plein d'affaires. Tu parles pas de Werenski pour faire non, ça. non, pas du tout. Pas du tout. All right. Gars, Colin, c'est quoi l'autre sujet que je voulais te demander? Payling, on a fait le tour. Les défenseurs, tu veux-tu me parler de la troisième paire? Encore une fois, Riley Fleury t'a dit qu'ils étaient restés ensemble à l'entraînement. On aime ce qu'on voit. Oui, ça me surprend un peu de Riley, mais c'est quand même lui aussi, dans son cheminement de carrière, il y a des moments, des séquences où il joue très bien, puis on pense qu'il va devenir un numéro 3, un numéro 4. Là, il est dans une bonne séquence avec Fleury. Moi, j'aime Fleury parce que quand il frappe dur, puis il ne semble pas avoir peur de prendre une décision pour frapper, puis il ne change pas d'idée. Ça, c'est très bon pour un jeune défenseur. Il est droitier. Moi, je l'ai dit depuis à peu près 10 jours. Je vois mal comment, même s'il connaîtrait de mauvais matchs, comment on pourrait le sortir de la formation si on veut que ce gars-là, qu'on peut dire l'an prochain, on a un gars fiable, il a joué une saison complète avec nous l'an passé, et on espère qu'il continue à progresser. Donc, pour moi, Fall-in, c'est Fall-out. C'est sûr que Fall-in va être 7e. Est-ce que maintenant, le Canadien va faire un choix de Kulak? Je ne suis pas certain qu'ils vont vouloir toujours garder 8 défenseurs, étant donné que Laval est tellement près du club ferme. Club école. Donc, je me dis, peut-être qu'ils vont prendre une décision, puis ça va aller vite. Mais il reste que, Claude Julien dit toujours, je ne veux pas laisser trop longtemps un joueur d'un gradin. Mais dans le cas de Fleury, moi, je suis contre le fait d'alternance avec Pauline, juste parce que Pauline doit jouer. C'est Fleury qui doit jouer, c'est lui qui représente l'avenir. Pauline a eu sa chance en début, puis il ne l'a pas pris. Exactement. Puis là, tu sais quoi, c'est même pas Fallen, moi, que je vois dans le miroir, puis il ne peut pas jouer, là, mais ça devient un beau problème pour le Canadien. Puis quand on parle de transaction, c'est peut-être lui qu'il faut regarder. Là. Noah Jolson joue bien à Laval. Noah Jolson, oui, à Laval. Moi, je l'ai vu jouer. C'est vendredi qu'ils ont joué. En tout cas, cette semaine, je l'ai vu. Puis je l'ai trouvé mobile. Je l'ai trouvé pas mal pour un gars que ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué. Il semblait... c'est un jeune. Hein? Les jeunes ont peur de rien. Dans le sens, eux autres, ils foncent, ils vont, ils veulent progresser. Ça va vite. Puis ça, c'est comme tu dis, Martin, c'est un heureux problème pour Marc Bergevin si jamais Noah Jolson s'avère être un élément qui peut jouer dans la Ligue nationale. Puis, sais-tu quoi? On parlait de transactions. Tu sais que Mellon Bay avait été vu à San Jose. À San Jose, ils ont Carlson de droitier et tous les jeunes... Et Burns. Et tous les jeunes joueurs sont droitiers. Là. Les Merkley qui ont été repêchés sont droitiers. Fait que toute la base de cette équipe-là, là, c'est des droitiers, c'est des gauchers, eux autres aussi, qui auraient besoin. Fait que s'ils échangeaient Vlasic, qui est gaucher, il faudrait leur filer un défenseur gaucher. Et le seul qu'on a prometteur, parce que nous autres, c'est Jolson, c'est Josh Brooks, c'est Cale Fleury, ils sont tous droitiers. Mais Brooks, Martin, on n'entend pas beaucoup parler. Tu sais, comme là, tu me parles de Jolson. Il y a quelqu'un qui nous en parle, puis là, c'est toi. Moi, je te parle de Fleury. Mais Brooke, on n'entend pas parler beaucoup. Mais il est droitier, oui, c'est un droitier, mais il a joué un petit peu à gauche l'an passé, mais il joue à droite. Donc, je me dis, on ne peut pas tous les développer au même rythme. Puis ça, c'est quelque chose aussi qui est bon pour le Canadien. C'est-à-dire qu'on peut dire, regarde, Brooks, ça prend un année de plus que les autres. Bon, on va être patient, puis on verra ce qu'il va nous donner. Puis ça, je trouve que c'est de la bonne énergie pour le Canadien de Montréal d'avoir des jeunes qui progressent à leur rythme. Bon, je l'ai retrouvé avant de te laisser. Là, je vais te donner les commentaires. J'ai appelé Bruno en m'en venant. Bruno, qui est analyste à la game du Rocket. Puis on parlait de Payling. Puis j'ai dit, tu sais, ça va-tu au mérite, tout ça? Puis il dit, c'est sûr que non. Tu sais, il y a peut-être des promesses qui ont été faites quand il a signé l'an passé. Souviens-toi, il restait une année à l'université. Il a fait la promesse quand il a retourné qu'il ne resterait pas là longtemps. Visiblement, c'est beaucoup plus Belzile qui est le joueur le plus important là-bas. Belzile, tout à l'heure, tu disais que c'est un joueur de centre qu'on joue à l'aile. C'est un gars qui a déjà joué au centre, mais tu sais, en la Ligue nationale de hockey, il ne jouerait pas au centre, il jouerait à l'aile. Puis Bruno, il trouvait que, malheureusement, c'était peut-être une occasion ratée de passer le bon message, de dire à Pekka, Hudon, tous ces joueurs-là de Ligue américaine, de dire si tu es le meilleur en bas, tu vas monter. Là, le message qu'on leur a envoyé, c'est nous, on monte notre premier choix, puis vous autres, ça a bien l'air, il va falloir que vous trouver une job ailleurs. Ben oui, je suis d'accord avec Bruno. C'est un message comme ça, mais il reste que du côté de Marc Bergevin, il n'y a pas à faire de sentiments envers certains joueurs.
de la ligne américaine. C'est vrai qu'à Belleville, je l'ai vu jouer, puis je l'aime beaucoup, puis c'est un gars qui a 28 ans. Mais je me dis, s'il continue, s'il persévère, puis peut-être qu'une autre équipe va dire, on l'essaye-tu? Tu sais, un Mathieu Darche, là, qui est arrivé sur le tard, parce qu'il est à l'université aussi, ça peut être payant. Dans le cas de Hudon, je l'ai vu jouer 2 fois, il était correct. C'est correct. Mais si j'avais dit, Martin, en passant, là, Charles Hudon, là, il brûle la ligue, là, tu veux aller, puis là, bang, puis Bruno, c'est correct. Il joue pas des vilains matchs. Mais moi, si je suis directeur gérant, là, puis quelqu'un m'appelle un agent, là, puis il me dit, hey, t'as pas monté mon gars. Hey, t'es pas le boss, c'est moi le boss. J'ai dit à Péling que je le montrais, je tiens mes promesses, je le montre. Oui, c'est un premier choix, mais ça veut pas dire qu'il va passer l'année ici. Hey, là, il n'y a même pas 15 matchs heureux dans la Ligue américaine. Il faudrait ramener tous dans la Ligue nationale, puis on va avoir les mêmes problèmes. Je compatise avec les joueurs. J'ai été dans la Ligue américaine, je sais quoi. Mais en quelque part, à un moment donné, le Canadien de Montréal, Péling avait dit, on va faire ça, on l'a signé, on va faire ça. Ils doivent rester sur leur ligne de conduite. C'est-à-dire, si tu as dit à l'agent qu'il lâche l'université, puis nous autres, on va tout faire avec la Ligue nationale, puis s'il va dans la Ligue américaine, on va s'arranger. Mais tiens ta promesse, parce que tu n'en signeras plus de joueurs. Les gars vont dire, moi, je reste à l'université, Canadien, ils ne tiennent pas leurs promesses. Donc, à un moment donné, il faut faire attention. Puis moi, là, je suis content de le voir Péling contre les Blues de Boston. Je veux savoir comment il va se comporter. Méchante équipe à part de ça. All right, Gas, congé pour toi entre 2 matchs tantôt, c'est sûr? Congé pour moi entre 2 matchs? Non, là, tu as congé jusqu'à entre 2 matchs. Ah, ben oui, j'ai 3h30 de congé. Tu as raison, Martin, c'est vrai. On s'en reparle demain, Gaston. Oui, même heure, même pas. Bye. Yes, salut. Je vais prendre quelques commentaires. On va établir la communication avec Pierre Lebrun qui s'en vient dans quelques instants. Écoute, beaucoup de réactions, évidemment. Éric sur On Jase, il dit Brooks, il parlait de Josh Brooks, défenseur droitier. Son côté offensif, il l'a déjà. Mais c'est vrai qu'il est en train de perfectionner son jeu défensif. Puis je pense que Joël Bouchard est en train d'établir ça avec lui. C'était la même chose du côté de Cale Fleury l'année passée. Là. Sa saison l'année passée a été bénéfique. Il a commencé sur le 3e duo. Puis il a progressé. Je pense que Josh Brooks, ça va être la même chose, surtout le côté défensif. OK. Simon Servant sur Facebook dit « C'est sûr que tu montes ton premier choix en parlant du rappel de Péling. » Il dit « Hudon, est-ce qu'il va être avec les Canadiens en 2022? » Belzile, il dit « Rien contre eux, mais si on dit qu'il faut faire jouer Cale Fleury pour l'avenir, le raisonnement est le même pour Ryan Péling. » Qui a dit ça? C'est Simon qui a dit ça sur Facebook ou sur On Jase, sur Facebook. Bravo, Simon. Super. J'aime ça. C'est bon. Oui. Mais tu sais, en même temps, Bruno parlait du message. Quel message tu envoies? Je pense qu'on n'est pas là pour les messages. On est là pour développer et remporter des matchs. Puis je pense que ça résume un peu. Le Canadien a remporté des matchs en premier, mais comme Gaston l'a dit, si tu as fait une promesse à un joueur universitaire et tu ne la tiens pas, tu as l'air d'une banane. C'est ça. Puis de toute façon, on l'a dit, là. Benjamin, il avait dit qu'on le verrait plus tôt que tard. Je pense que c'est ça qui se passe présentement. On va laisser les gens de Facebook. Merci d'avoir été là, mais faites le transfert. Rock a déjà mis, puis a été actif, Rock, avec les gens. Là. Merci. On a mis le lien. Venez nous rejoindre sur rds.ca. On poursuit la discussion avec vous, chers auditeurs, d'ici la fin de l'émission. Et Pierre Lebrun. S'en vient. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Oui, absolument. OK. Quelqu'un qui est allé d'un commentaire juste avant d'aller rejoindre Pierre. C'est le magnifique qui dit selon l'agent David Edegi, coûterait Lekonen, Ilonen et un 2e choix pour Shane Gillis-Bear. Il te demande si tu le ferais. C'est ça sa question. Je ne suis pas un fan de Gillis-Bear. On en a parlé depuis 2 ans ici. Là. Ça n'a pas de bon sens. Mais écoute, le prix pour moi n'est pas non plus incroyable. Tu sais, Ilonen. En tout cas, regarde. On va y jaser avec Pierre Lebrun. Salut Pierre, comment ça va? Ça va bien. Ah, tu commences les rumeurs, mon Martin. Là. Hey, c'est pas moi, c'est l'agent David Edegi. Tu connais, lui? Non, je le connais pas, en fait. OK. Aimes-tu la game de Shane Gillis-Bear? Écoute, j'aime son coup de patin. Il passe la rondelle, mais il n'est pas très bon défensivement. Fait que, peut-être. C'est un Mike Riley avec un peu plus de jeunesse, peut-être. OK. Donc, si c'est ça, il ne faut pas donner ce qu'on te demande, même si le prix n'est pas élevé. Moi, je pense la même chose de Gillis-Bear. Je n'aurais pas été jusqu'à Riley. N'empêche que maudit Riley, il est choquant parce que tu le regardes jouer présentement.
Tant qu'il n'est pas rendu à reculons vers sa ligne bleue, ça va bien. Tu comprends-tu? Parce que sa première passe, quand il est par en avant dans son territoire, est toujours sur le tape, est excellente. Elle est très bonne, absolument. Mais c'est aussitôt qu'il est à reculons après sa ligne bleue, là, c'est moins le fun. Ouais. Non, je suis d'accord. On a parlé souvent à Martin. Ben oui, je le sais. Ça, justement. Comme un vieux couple, nous autres, on se parle souvent. OK, hey, Pierre, tellement de bons sujets à jaser. Premièrement, la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey, sans l'ombre d'un doute, elle joue ce soir contre les Pingouins, puis elle sera à Montréal demain contre le 15e Montréal. Je parle bien sûr des Blues de Boston. Oui. Peut-être les Caps de Washington auraient quelque chose à dire là-dedans, mais je suis quand même d'accord avec toi. Les Bruins, c'est un début de saison sensationnel. Surtout qu'ils doivent battre la même chose. Ils doivent essayer de combattre la même chose que les Blues de Saint-Louis, d'avoir joué au hockey au mois de juin. T'as raison. Puis ça affecte la façon que les joueurs se préparent quand ils peuvent renouveler leur routine physique. Et puis, c'est vrai, cette affaire-là. Ça impacte vraiment les athlètes quand ça faut autant de temps à se rétablir mentalement et physiquement après une longue saison. Mais les Bruins l'ont fait comme il faut jusqu'à temps, en tout cas. Malgré que je vais te donner un commentaire intéressant que Doug Armstrong m'a donné le mois passé, le directeur général des Blues, qui m'a dit que selon lui, c'est toujours le deuxième mois de la saison qui est plus difficile sur les équipes qui rentrent en finale que le premier mois. Ah oui? Selon lui. Parce que tu reviens un peu sur l'adrénaline, surtout quand tu gagnes la coupe, je pense. Fait que les Blues, t'es champions, c'est le fun. Mais là, quand la saison commence à s'allonger, que peut-être physiquement et mentalement, ça devient un peu plus d'un test. On verra si c'est le cas pour les Blues, mais moi, j'ai l'impression que c'est tellement un vestiaire professionnel mené par Patrick Bergeron et Zdeno Chara que moi, j'ai de la misère à croire qu'il va y avoir des gros bas dans cette saison-là, mais on verra. Oui, j'ai parlé avec Perron. Perron disait, à partir de la game de Colorado, on a commencé à jouer des 60 minutes complets. Puis il dit, Boston, on a perdu 3-0, mais on a bien joué. C'est parce que les Bruins sont vraiment bons, sont vraiment excellents cette année. Mais on n'a pas joué un mauvais match contre les Bruins. Donc eux, là, l'après-party a été... c'est les bags, c'est à la Toronto, c'est la Hall of Fame, c'est la Maison-Blanche. Fait que là, il dit, depuis Colorado, il dit là, on joue des 60 minutes. Ouais, ça fait du sens. Je pense que c'est important d'avoir fait toutes ces affaires-là qui, finalement, tournent la page l'année passée pour les Blues. Hein. T'es à Toronto, ils ont été à la Temple de renommée, ils ont vu les bagues, toutes sortes d'affaires. Évidemment, la Maison-Blanche. Là, c'est fini. Là. La saison 18-19, officiellement, est finie. Il faut essayer de défendre maintenant le championnat. Puis je pense que mentalement, c'est important ça pour les Blues. C'est ça pour les Bruins. Il y a une motivation naturelle. C'est de finir qu'est-ce qu'on a presque fait dans le passé. Et tu sais, n'oublie pas que pour la plupart des joueurs de cette équipe-là, ils n'ont rien à faire avec 2011. À part que 2-3 joueurs, là, les Bruins, fameusement, ont été capables de rebâtir l'équipe alentour de Bergeron et Chara et Raff. D'ailleurs, Raff n'était même pas le gardien numéro 1. Quand on a la Coupe en 2011, il était le numéro 2, d'ailleurs, c'est vraiment incroyable la façon que Don Sweeney a été capable de renouveler le programme. Justement, c'est un thème ce matin pour moi parce que je viens juste de passer du temps avec Drew Doughty, Andy Kopitar et Rob Blake à l'entraînement des Kings à Toronto, les Kings qui jouent les Kings demain. Et je vais écrire un texte là-dessus pour l'Athletic. C'est sur l'idée que tout le monde a fait ce que Boston a fait. De renouveler sans passer une décennie en 30e place. Et puis les Bruins l'ont fait parfaitement. Là, les Kings essayent, c'est difficile, mais Doughty et Kopitar ont confiance en Rob Blake, puis ils veulent être partie de la solution. Ils veulent être encore à Los Angeles lorsque les Kings tournent la page et deviennent une équipe qui peut faire des séries. C'est intéressant de voir sur les Kings. Tu y crois? Parce que je suppose que j'ai vu ça, que si les Kings continuaient leur vent de jeunesse, des gars comme Kopitar qui pourraient y passer, toi, est-ce que tu y penses? Et tu y crois que les Kings pourront se redresser en gardant Doughty et Kopitar, ou ça va passer par on sort Brown, on sort Quick, on sort du Kopitar? Ben, je sais que le plan de Rob Blake, selon moi, c'est de garder Kopitar et Doughty et de renouveler à l'entour de ces deux-là. Je sais qu'il y a eu un article au mois de septembre par Corey Pronman, qui connaît les jeunes espoirs très bien, comme tu le sais, Martin. Mm-hmm. Et Pronman a fait un article, il a fait le classement des 31 organisations
pour leur jeune espoir, pour la profondeur des jeunes espoirs. Les Kings ont été classés 4e sur 31. Fait que ça s'en vient. Il y a des joueurs qui s'en viennent, mais dans le présent, c'est difficile parce que ça va prendre probablement au moins une autre année, sinon 2, où ça va être un peu pénible dans les victoires. Mais on voit que les jeunes s'en viennent. Je pense qu'il y a 10 recrues sur l'équipe à l'Ontario, en Californie, l'équipe américaine des Kings. Il y a 10 recrues sur cette équipe-là cette année. C'est des jeunes espoirs. Alors, il peut voir qu'est-ce qui s'en vient. Puis j'ai demandé à Dowdy et à Kopitar, est-ce que vous voyez ça? Il dit oui, parce que ça a été très bien communiqué de la part de Rob Blake à ces deux joueurs-là. Ça, moi, je trouve ça intéressant, que le directeur gérant explique son plan, explique c'est quoi la vision. Et ces deux gars-là, présentement, ils veulent faire partie de ça, ils veulent pas partir. Alors, c'est important, ça. Évidemment, c'est justement le genre de conversation que Don Sweeney aura eu avec Bergeron et Chara il y a 5 ans. Pour dire que voici ce qu'on va faire. Hang tight, ça va venir. Puis écoute, les Bruins l'ont fait parfaitement, mais c'est difficile pour d'autres équipes. Chicago essaie de le faire. C'est pas fameux jusqu'à temps. Les Sharks l'ont fait pendant 15 ans. Puis là, tout à coup, les Sharks, présentement, c'est vraiment difficile. C'est difficile dans le système qu'on a de rester compétitif en même temps sur la jeunesse. Oui. Écoute, il y a tellement de choses que. Pierre, fais plus ça. Tu as touché trop d'équipes, trop de sujets. D'un coup, j'ai envie de toutes les faire là, maintenant. Premièrement, pour les Kings, tu sais, juste la première ronde de cette année, Turcotte ici à Montréal, on le connaît bien là, parce que, tu sais, comme une association avec Oak Caulfield. Bjorkfoot qui avait commencé avec les Kings, qui ont retourné dans la Ligue américaine de hockey. La dernière fois que j'ai regardé, il était à 1 point par match. Fait qu'il va très bien lui aussi. Fait que rapidement, tu sais, avec un bon repêchage, les Kings ont su se replacer rapidement. Puis après ça, tu as touché aux équipes qui ont de la difficulté. Tout en parlant des Bruins qu'eux ont réussi à le faire. Et moi, je me souviens du point de presse de Sweeney quand il a congédié avec Claude Julien en disant maintenant, on va pouvoir faire jouer les jeunes joueurs. C'était ce que Sweeney voulait faire à ce moment-là. Et peut-être qu'on a une partie de la réponse de la prochaine question. Pourquoi les Bruins, qui ont eu à peu près le même nombre de points que les Leafs l'an passé, qui ont fini dernière Tampa Bay, pourquoi les Bruins, eux, sont sortis en Lyon comme ça, alors que c'est très difficile présentement pour les Leafs et pour le Lightning? Oui, c'est une très bonne question, Martin. Puis d'ailleurs, j'ai fait un texte la semaine passée sur les Leafs parce que j'ai lié les problèmes des Leafs aux problèmes du Lightning. J'ai parlé du fait que des fois, même que tu peux tourner la page sur la saison dernière puis tu commences une nouvelle saison, la réalité, c'est que c'est des affaires émotionnelles qui ont besoin de plus de temps à se faire guérir. Moi, je pense qu'avec Tampa, qu'est-ce qui s'est passé en 4 matchs d'affilée contre Columbus en première ronde? C'est une équipe qui continue d'essayer de se remettre de ça émotionnellement. S'ils veulent l'admettre ou non, moi, ça me dérange pas. Je te dis c'est quoi mon opinion. Puis d'ailleurs, je pense qu'il l'a fait parce que John Cooper, quand il était en passage à Toronto, il a dit que la réalité, c'est que, je vais utiliser son mot en anglais, il dit on a un burden qu'on amène cette année. Ça pèse. Ça pèse sur l'organisation, ce qui s'est passé contre Columbus, puis ils ne veulent pas s'en cacher. Mais la réalité, c'est que c'est pas fameux là, avec le Lightning. Hey, moi, je pense que ça a vraiment brisé leur confiance. Qu'est-ce qui s'est passé, puis on continue d'essayer de s'en remettre chez Tampa. Avec Toronto, c'est un peu différent, mais j'ai fait le lien parce que c'est difficile à tourner la page sur l'année passée, parce que qu'est-ce qui s'est passé après la saison, c'est que tu as eu le directeur gérant, Carl Dubas, qui, à sa conférence de presse, à la fin de la saison, quand il s'est fait demander sur l'avenir de Mike Babcock, dans le moment, puis je suis sûr qu'il le regrette aujourd'hui, mais dans le moment, n'a pas dit que Babcock revenait tout de suite. Il a dit que tout le monde se faisait évaluer, incluant lui. C'est sûr que Babcock est revenu, mais qu'est-ce que je te dis, c'est que ce commentaire, ça continue de peser sur l'organisation dans le sens que là, les partisans à Toronto, ils ont comme été conditionnés à se demander la question si Babcock est dans le trouble. Oui, ils ont comme le doigt à sa gâchette. C'est ça. C'est ça, parce que c'est le directeur général lui-même qui l'a dit. Ben là, Pierre, c'est-tu? Ça pèse sur les Leafs. Je te dis, à chaque jour que les Leafs n'ont pas eu un mois d'octobre fameux, ça pèse sur l'organisation. Qu'est-ce qui va se passer avec le coach? Pourquoi cette équipe-là, avec tout ce temps-là, ne gagne pas aussi souvent qu'il devrait gagner? Alors,
c'est vraiment là, comme le Lightning, il y a quelque chose là, c'est comme un nuage, c'est quoi l'expression? Ça pèse sur l'organisation, c'est pas, pas toujours plaisant. 2 jeunes directeurs gérants en plus. Ouais, exactement. Alors, écoute, c'est juste on vient juste de finir octobre, on est dans le mois de novembre. John Tavares, je viens juste de parler avec John Tavares, il est très proche de revenir pour les Leafs. Évidemment, ça va être un impact. Écoute, je pense je pense que les Leafs vont se trouver, mais il risque que la pression sur les joueurs, sur l'équipe, est vraiment réelle, Martin. Là. C'est une grosse saison. C'est une équipe qui n'a pas gagné une série en 15 ans, une série éliminatoire. C'est fini le bâtissage. C'est une équipe qui doit gagner dans les séries cette année. Sinon, il va y avoir des grosses décisions à prendre. Et Pierre, le trouble fait juste commencer. On est juste au début de l'année, mais imagine si Boston s'envole rapidement comme le Lightning a fait l'an passé. Si Boston s'envole rapidement avec le championnat, les Leafs sont dans la même chenoute. Au lieu de se battre en première ronde contre les Bruins puis de savoir au mois de décembre que ça va être eux autres qui vont affronter, ils pourraient savoir dès décembre qu'ils vont être poignés avec le Lightning d'en face. Ben peut-être, mais présentement, il faut aussi qu'ils commencent à gagner des matchs parce que la dernière fois que j'ai checké, ils sont dans le même groupe que Boston ou Montréal maintenant. Ah oui, c'est ça. Ils vont peut-être devoir se battre point final avec des équipes dans leur division pour faire des séries. Mais je suis d'accord. Je veux dire, si tu bases ça sur le talent, ça devrait être Boston, Tampa, Toronto dans quelques ordres. Et puis, ça veut dire que ça serait un autre première ronde assez difficile pour les Leafs, mais aussi difficile pour le Lightning aussi. C'est ça qui est intéressant pour moi, c'est que le Lightning essaie de se remettre. Je dirais pas de cette honte, mais quand même un coup tellement émotionnel d'avoir gagné 62 matchs et de se faire balayer. Pas juste balayer, mais écraser, franchement, en première ronde. J'en ai parlé Kucherov cette année de sa suspension. Il promet de jamais mettre son équipe dans cette position-là encore. Je le crois, c'est tellement un bon joueur. Mais encore une fois, c'est comme un indice que Stamkos a pogné l'air après le 3e match cette année quand on perdu à Caroline. Il y a quelque chose qui se passe où je pense que les vétérans de cette équipe-là veulent gagner et ils savent que tout n'est pas correct. C'est très intéressant à voir comment ça se déroule. Tu sais, pour moi, il y a une meilleure défensive que les Leafs. Quand tu as McDonough, tu as Edmund, tu as Sergachev, ils ont Vasilevski. J'adore Anderson, qui est le MVP de cette équipe-là depuis 2-3 ans. Mais tu as quand même Vasilevski de l'autre côté. Je trouve que la pression au niveau de talent est encore... Puis les Leafs sont une équipe bondée, là, mais les Lightning sont pactés. Oui, ils sont pactés. Non, absolument. Okay. Mais il y a un autre lien, finalement. On va changer de sujet, mais un autre lien entre Tampa et Toronto, c'est le lien qui est quasiment le plus facile à faire. C'est que c'est deux équipes qui, je pense, aiment jouer un certain style offensif, mais c'est pas nécessairement un style qui gagne les matchs de série. Il y a un commentaire qui m'a vraiment fait penser, Martin, ça me passait. J'ai fait une entrevue avec Brian McClellan, le directeur gérant des Capitals. Et puis les autres, là, je pense, ont rétabli là, cette équipe-là. Mais Brian McClellan, j'ai demandé, j'ai dit, voyons, t'as déjà Tom Wilson sur ton équipe, Alex Ovechkin, qui peut-être qui frappe le plus dur dans la ligue parmi les joueurs d'avant. Ça va signer Radko Gudas puis Garnet Hathaway. Il m'a dit quelque chose d'intéressant, Brian McClellan. On a besoin d'une certaine équipe durant la saison régulière. On a besoin assez de vitesse durant la saison régulière. On a besoin assez de jeu physique durant la série. Bravo. Puis Goudis, j'ai été le premier à critiquer quand ils l'ont signé. Mais as-tu regardé sa fiche? Tu sais, Carlson, j'en parlais la semaine passée. Ouais. Carlson, avec tous ses points, puis je ne veux pas me tromper dans les chiffres, je pense qu'il est plus 6 ou quelque chose comme ça. Puis Goudis est plus 7. Fait qu'il y avait besoin d'un gars pour jouer en désavantage numérique, les Capitals de Washington. Fait que le commentaire du directeur général est encore plus encore meilleur en sachant qu'il est allé chercher des spécialistes. Oui, c'est ça. Puis moi, j'ai trouvé intéressant qu'il admet, je pense, que ce que les gens ils savent, mais que si on fait croire que les arbitres ils vont coller à la même game dans la série, hey, on le sait, là, on n'a plus besoin d'en parler de ça. Qu'est-ce qu'il dit, Brian McClellan, c'est que tu as besoin d'un certain style de jeu pour aller à travers 82 matchs, puis ensuite, tu recommences avec un différent style de la série. C'est pour ça que lui, il cherche certains joueurs pour avoir une balance entre les deux. Puis, ça fait du sens. Oui, puis là, eux autres, ils nous ont montré deux choses hier. Jacob Vrana a pris le step suivant.
Puis ils sont prêts à faire le party parce que j'ai regardé toutes les petites vidéos que les Capitals ont mis en ligne avec les Nationals qui étaient dans le vestiaire. Ouais. La bière dans le vestiaire avant la game avec, avec le joueur des Nationals, Zimmerman faisait la présentation des joueurs. Puis je pense que c'est Eaton qui est arrivé pour boire une bière à travers son chandail des Capitals. Et là, ils ont arrosé les spectateurs, se sont mis en chest dans l'loge, dans Zamboni. Là, après ça, Eaton est allé dans le trou de la Zamboni, puis il prenait le trophée de la Série mondiale, puis il faisait comme si c'était un canon, puis il tirait vers Cam Talbot. Il a fallu que les gars de la sécurité des Capitals le sortent de là. Puis après la game, bière et party, les deux équipes dans le vestiaire, c'est We Are the Champion qui joue. Ovechkin, ses épaules d'un des joueurs des Nationals à courir partout dans le vestiaire. On va dire une affaire, sont prêtes pour le prochain party, les Capitals. Ben, puis écoute, c'est une équipe motivée, ça aussi. Puis d'ailleurs, je trouve ça très intéressant. Puis j'en ai parlé avec Brian McCullough. Il dit le fait que Nick Backstrom et Braden Holtby cet été, Braden Holtby, c'est des joueurs qui sont dans la dernière année de leur contrat, Martin. Ils n'ont pas été signés à des nouveaux contrats cet été quand l'équipe aura pu le faire, un an d'avance. Puis, écoute, McClellan a fait attention à ce qu'il m'a dit, évidemment, dans sa citation, mais moi, je vais lire entre les lignes. Moi, je pense que c'était comme un challenge du directeur gérant, pas non seulement à ces deux gars-là, mais à l'équipe, pour dire, je suis pas encore sûr si je veux signer toute la gang qui nous a gagné la Coupe il y a 2 ans, parce que moi, je veux faire sûr qu'on fait encore une équipe qui va gagner des Coupes avant que je décide de faire ça. Fait que c'est un message assez intéressant, je pense, que Holtby et Backstrom se sont fait dire d'attendre probablement jusqu'après la saison avant qu'on décide leur avenir de contrat. Ça veut dire que Brian McClellan voulait faire sûr que son équipe pouvait revenir puis être comme l'équipe il y a 2 ans. Ben écoute, son équipe l'a répondu comme pas au mois d'octobre. Oui, mais là, attends, là, tu as parlé au directeur gérant des Capitals. Parle-moi du move qui a passé sous le silence. Lui, il a vu Félix Copley jouer l'an passé, puis Samsonov n'avait pas des grandes statistiques dans la Ligue américaine de hockey. Pourtant, il était considéré par plusieurs comme étant le meilleur jeune gardien de but ne jouant pas dans la Ligue nationale de hockey. Et cette année, contre toute attente, envoie Copley dans les mineurs, fait jouer Samsonov. Samsonov est spectaculaire. Il est très bon pour les Capitals présentement. Ce qui met également une pression sur Holtby, qui s'est fait sortir, qui a eu des difficultés en début de saison. Sur Holtby, qui est agent libre sans compensation, alors que tu as le jeune qui est un peu le Vasilevski-Bishop, si tu veux. On le voit là, que Samsonov, là, ça aussi, c'est une solide décision. Là. Je suis d'accord avec toi. Ça va être très intéressant. Puis d'ailleurs, quand j'ai demandé à Brian McClellan au sujet de Samsonov, il a comme fait un visage là, comme tellement excité. De voir ce qu'il y a dans le jeune gardien-là. Fait que ça ne veut pas dire qu'il ne signera pas au B, là, mais je peux te dire que les Caps sont pas mal excités de ce qu'ils voient jusqu'à présent de Samsonov, qui a pris des étapes importantes dans l'année passée. C'était sa première année dans l'Amérique du Nord. Ouais. Il a joué dans la Ligue américaine de la saison. Je vais te dire que le fait qu'il a fait l'équipe au-dessus de Copley, je pense qu'il n'avait pas le choix, franchement, Brian McClellan. Je dirais jamais ça, là, mais selon moi, je pense que tu as peur comme organisation si tu ne donnes pas Samsonov sa chance qu'il s'en va aussi. Franchement, il faut faire attention avec ces joueurs-là qu'ils ont d'autres options si les choses ne vont pas de leur côté, mais finalement, c'est une décision qui plaît à tout le monde parce que le jeune homme joue bien, il est heureux, puis il gagne sa place comme il faut. Puis je vais te dire quelque chose, ça va être intéressant justement de voir c'est qui gardien dans le premier match des séries pour les Caps. Oui. Juste vous rappeler, à la Coupe Stanley, c'était Grubauer. Oui, le premier match, oui. Les deux premiers. Les deux premiers, oui, c'était Grubauer avant qu'on ramène Holtby. Écoute, excuse-moi, Martin, vous avez tellement dévié de sujet que c'est difficile de cerner. Je suis même plus sur la liste. Non, c'est ça, c'est difficile de cerner des questions du public. Là. Il y en a eu plein, honnêtement, par rapport aux Bruins. Pourquoi ils sont aussi bons malgré un seul trio productif? Puis là, ça a dévié sur les gardiens de but, sur les conversations. Rask qui joue, Halak qui joue sa part de match aussi. Là, vous avez parlé des Capitals, même chose. Holtby, évidemment, plus de matchs débutés, mais Samsonov a aussi sa part de match. Fait que là, évidemment, ça a redévié sur les Canadiens. Price, puis son adjoint. Le Canadien aura ça quand Primo sera prêt, Pierre. Les auditeurs veulent faire le lien Samsonov ou Halak. On n'a rien comme Kincaid, là, mais il n'a pas donné des performances qui te donnent le goût de le faire jouer. Ça va être quand Primo sera prêt qu'il va nous donner la même chose, exemple, qu'un Samsonov. Non, je suis d'accord avec ça. Puis écoute,
Gage, c'est plus traditionnel comme relation. C'est ça qui est ça. C'était important pour lui d'avoir gagné à Vegas, je vais te dire, là, parce qu'avoir commencé la saison avec 3 défaites, ça aurait été difficile à digérer, surtout que ses chiffres sont pas sensationnels. Ouais. J'ai pas aimé le but de Tuck. J'ai pas aimé le but de Cody Glass à Vegas, mais je vais te dire qu'il a fait des grosses arrêts, de la grosse arrêt sur Mark Stone. Puis il a gagné le match. À la fin de la journée, là, oui, il y a les chiffres, mais quand tu commences à gagner, ça donne la confiance à tes coéquipiers que tu es capable d'aller gagner des matchs. Fait que c'est important, ce match-là à Vegas, je pense. Ouais. Mais tu sais, l'affaire de Yaroslav Halak, c'est un gardien numéro 1. C'est juste que ça n'a pas bien été pour lui un petit bout de temps. Puis là, tout à coup, il a perdu sa place dans la rotation des numéros 1 dans la ligue. Là, au moins, il a pris la meilleure décision, c'est qu'il a signé une équipe qui savait c'était quoi le plan. Quand on signait Halak, Don Sweeney était très clair avec Alan Walsh et Yaroslav Halak que le plan était d'essayer de limiter les matchs de Tuukka Rask. Que Yaroslav Halak n'était pas joué un gros rôle là-dedans. Puis les Bruins n'ont pas menti. Halak, depuis qu'il est arrivé à Boston, c'est comme 1A et 1B, là, les deux gardiens. Mm-hmm. Ça continue. Là, je pense, j'ai pas les chiffres devant moi, mais je pense que c'est 8 matchs pour Rask et 5 pour Halak. C'est pas mal. C'est en plein ça, Pierre. 3 matchs pour Halak, ça. Ouais. Oui, exactement. Ouais, ça. OK, on change de vitesse. Je veux te parler de Sabourin. Là. On a vu les images face aux Blues de Boston. Les images qui étaient quand même saisissantes. J'ai même hâte de parler de David Perron, qu'un de ses meilleurs chums, c'est Backes, qui a quitté le match. Semblait soit qu'il était blessé ou qu'il était vraiment touché, ému là, par ce qui venait de se passer devant lui. Puis Sabourin, il tweet ou il Instagram que finalement, c'est une fracture au nez. On s'entend. Il s'est cassé le nez en tombant sur la glace sans résistance. Là. Lui, là, il fait sa commotion quand lui rentre. Tu sais, moi, quand j'ai vu ça, mon premier réflexe, c'est de la médecine à Saint-Saëns à distance. Tu sais, c'est un joueur qui a roulé sa bosse. C'est un gars. Je reviens au dossier des commotions cérébrales. Ce gars-là était, en guillemets, fragilisé avant même de rentrer en contact avec Backes. Tu tombes pas de même alors que tu es 100 Non, je suis d'accord. C'est tellement difficile à voir. Mais, hein? C'est vraiment difficile. On est heureux d'avoir vu qu'il sortait des tweets, des gros sourires et tout, mais hey, ça a vraiment fait peur dans le moment. On est d'accord avec ça. Écoute, j'ai rentré dans le sujet des commotions cérébrales la semaine passée comme faux, avec mes commentaires sur TSN et RDS avec l'affaire de Carey Price, puis moi, l'article de vendredi, je pense que ça a fait jaser pas mal en dessous de la nationale. Puis d'ailleurs, j'étais content de voir que Corey Crawford, samedi soir, lui, il a été forcé lui, de faire le protocole. Parce que, comme j'ai dit la semaine passée, là, j'ai trouvé ça très difficile, moi, que Price n'a pas eu le protocole. Puis, c'est pas faute du Canadien. C'est pour ça que j'ai fait l'entrevue avec Bill Daly. Je sais pas si tu as vu, Martin. C'est pour ça que j'ai fait toute la suivi. Parce que je voulais que la Ligue m'explique en noir et blanc c'était quoi le protocole pour les gardiens dans cette situation-là. Mercredi soir, Price contre l'Arizona. Puis ça a été très bien décrit par Bill Daly. C'est très détaillé. Mais moi, qu'est-ce que j'aime pas des règlements à présent, c'est que on a encore trop de pression sur l'équipe à faire une décision si on décide que c'est automatique dans le protocole. Et dans ce cas-là, les observateurs ont communiqué avec le band du Canadien pour dire on l'enlève pas directement, c'est à vous autres à décider de quoi faire avec. Évidemment, le Canadien, ils l'ont checké. Mais moi, mon opinion, puis je suis vraiment je suis tellement convaincu de ça. Moi, je pense qu'on doit enlever l'équipe du protocole. Tu sais, l'équipe est occupée de gagner un match. Moi, selon moi, ça devrait être des observateurs de la Ligue qui décident tout. Qui décident si, dans ce moment-là, Carey Price doit se faire enlever du match pour faire le protocole. Puis, je suis content de voir que Corey Crawford, lui, a été enlevé samedi soir à Los Angeles. Lui est un méchant historique de commotion, par exemple. Oui, mais ça devrait rien avoir avec l'histoire du joueur. Okay. C'est-à-dire que Price, il a eu le patin à sa tête. Ensuite, il a quasiment foncé dans l'arbitre parce qu'il avait de l'air ébranlé. Il s'est pogné la tête. Moi, en tout cas, je ne vais pas recommencer là-dedans. Je pense que j'ai fait mon point la semaine passée, là, mais... Non, j'aime ça. Puis, tu sais, moi, de toute façon, tu sais, je suis le défenseur et je recommande à tout le monde, encore une fois, d'écouter le film Concussion. Si vous n'êtes pas sensibilisé après ça, vous ne le serez jamais. Moi, je suis de l'école de pensée de vaut mieux prévenir 3 fois que de guérir une fois. Là. C'est ça. C'est sûr qu'évidemment, on sait que Price est correct, le jeu samedi. Mais dans ce moment-là, tu ne le sais pas. Fait que tu te checkes, là, et tu te
te rends compte, OK, c'est correct. Ben, il revient dans le match, ça prend 2-3 minutes, pas fin du monde, mais c'est ce qui aurait dû arriver dans ce moment-là, selon moi. Puis ça, c'est sur la Ligue. Tu sais, les Canadiens n'ont pas brisé le règlement du tout. Selon les règlements qu'on a présentement, les Canadiens ont suivi le protocole. Ben, moi, je trouve que le protocole est passé fort. OK. Écoute, Pierre va faire, je te laisse. Moi, je me prends un petit rapid fire. 3 questions rapides, réponses rapides. Je peux en poser une d'un auditeur? Absolument. C'est celle-là que je vais poser. Vas-y. Charles Bélanger, est-ce que, on a vu Taylor Hall sortir dans les médias la semaine passée. Pour ceux qui ne le savent pas, contre les partisans. Exact, contre les partisans. Est-ce que ça va avoir un impact sur sa négociation de contrat avec les Devils? Ça, c'est la question de Charles. Oui, c'est une bonne question. Je m'ai renseigné là-dessus en fin de semaine. Je pense que ça a été mal communiqué, qu'est-ce qu'il voulait dire. Je peux te dire aussi que, selon mes informations, l'agent de Taylor Hall, Darren Ferris, est supposé de se rencontrer avec Ray Shero à Calgary cette semaine, parce que les Devils sont dans l'Ouest. Alors, c'est une autre grosse réunion importante entre l'agent et le directeur gérant. Ils se sont rencontrés aussi durant le camp d'entraînement pour parler contrat. Bon, est-ce que Taylor Hall, finalement, va signer à New Jersey? J'ai aucune idée. Ça se peut bien qu'il décide d'aller au marché. Mais je peux te dire tout simplement qu'il n'y a rien décidé d'une façon ou l'autre présentement dans son cas. OK. On va laisser faire les Islanders parce que Barry Trotz fait encore de la magie. Puis d'après moi, on va en reparler la semaine prochaine. Il va encore en faire. On pourrait peut-être juste y aller d'un petit commentaire rapide sur le geste stupide de Lucic qui a ramassé 2 matchs de suspension. Bien, c'est mérité. Écoute, je sais que les gens peuvent bien dire qu'il y a 10 ans que ça ne fera pas une suspension. Mais le 10 ans, c'est le 10 ans. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. 2019. Ouais, les gens de même, c'est pas acceptable. Tu sais, ici qu'il y a des gens, c'est pour ceux qui ont dit que le joueur de Columbus, il a dû s'attendre à se faire planter parce qu'il a fait ce qu'il a fait au gardien. Il ne commencera pas à blâmer la victime. La game change. Oui. Il faut changer avec. Les gestes de même, c'est pas acceptable. D'accord avec ça. Puis Lucic va falloir qu'il s'ajuste parce que sinon, il n'en restera pas long à Milan Lucic, c'est sûr. Ah non, c'est ça. C'est différent. Puis c'est drôle que tu en parles parce que la semaine passée, j'ai écouté un match Los Angeles-Calgary. Puis Michael Ferland puis Kyle Clifford, dont je viens juste de voir Clifford ce matin, les deux c'était sur la mise en jeu. Évidemment, ils ont jasé avant la mise en jeu, comme dans le vieux temps. Puis ils ont jeté les gants. Puis ça m'a vraiment frappé comment que ça m'a pris comme... Ça m'a comme... Je dirais pas ébranlé, mais c'était comme... Je suis pas habitué. C'était quelque chose qu'on voyait à chaque soir dans le temps. Puis c'est la première fois dans un bon bout de temps où je vois que les deux gars discutent avant la mise en jeu, on va se battre. T'sais. C'est vraiment incroyable comment que la game a changé. Oui, puis tant mieux. C'est long à tourner le bateau, mais ça s'en va du bon bord. D'accord avec ça. Hey Pierre, bonne semaine. Amuse-toi. Gros programme dans les coins de Toronto cette semaine également. Donc, tu vas avoir bien les matchs à regarder. Yes, sir. Parfait, Martin. Je te remercie. Yes, sir. Bye, bonne semaine. Claude, il va d'un commentaire, il dit entièrement d'accord avec Pierre pour le protocole des commotions cérébrales. Ça ne devrait pas être dans les mains du club. Ça doit être frustrant, par exemple. C'est comme un hors-jeu, c'est comme n'importe quoi, c'est comme un challenge. On l'a vu des joueurs sortir, puis le joueur et le coach sont en joie le vert parce qu'on prend la précaution de le sortir. C'est ça, exactement. Dave, il dit cette mise en échec avec Sabourin, il revient sur cette séquence-là. Les deux auraient pu tomber, l'impact était similaire pour les deux joueurs, mais comme tu as dit, je pense que c'est toi qui l'as mentionné au Pierre, là, il devait être fragilisé un petit peu avant. Après, juste avant d'avoir frappé, je ne sais pas. On ne saura peut-être jamais ce qui s'est vraiment passé. Il y a un match ce soir sur nos ondes, les Rangers contre les Sénateurs. Donc, ne manquez pas ça. C'est le fun de savoir les jeunes Rangers. Absolument. Capo-Caco. Oui, on va pas bien plus. Non, 2 buts seulement. Ouais. Dave Blade dit près de 30 points en avantage numérique après 30 matchs pour Pasternak, Marchand, Bergeron. Il ne faut vraiment pas prendre de pénalité. Ça va faire mal. Je ne voulais pas reprendre Pierre, par exemple, mais il y avait Marchand, il y avait Bergeron, il y avait Krejci, il y avait Chara. Il y en avait quelques-uns. Je vérifierais, là, mais Krug, est-tu assez vieux pour avoir joué? Là? Tu parles de... Torrey Krug dans la Coupe Stanley de 2011? Non, je pense pas.
OK. Pas sûr. Fait que, il y en avait une coupe un peu plus que juste Bergeron puis Sherrod. Ouais, Puis faudrait- Rask était adjoint Ouais. à Thomas. Ben, d'ailleurs, c'est un autre excellent point apporté par la plupart de nos auditeurs. Puis je salue Tim Monette, qui n'est pas là aujourd'hui, là, mais qui est un fan des Bruins de Boston par rapport à l'utilisation des gardiens. Là. Souvent, on parle de ça. C'est le là. défenseur de la théorie. C'est le défenseur de théorie d'avoir d'économiser Rask jusqu'aux séries. Puis d'y faire jouer moins de matchs en saison régulière. C'est un excellent point. Je ne sais pas si ça va être lui qui va être devant le filet demain contre le Canadien, mais chose certaine, comme Dave le mentionne, il va falloir que le Canadien soit discipliné parce que ça peut coûter cher. Il va falloir que le Canadien soit bon dans tous les aspects du jeu s'ils veulent remporter un match face aux Tu Bruins. sais, l'avantage numérique avec Ovechkin, on le dit souvent, mais là, c'est Pasternak, puis il en marque beaucoup de buts de là. Pasternak, je l'ai dit, je l'ai écrit, c'est le Kucherov 2.0. Un ailier qui va venir dominer la Ligue nationale de hockey en termes de points devant tous les grands joueurs de centre qu'on parle, que ce soit les McDavid, les Crosby. Ouais. Honnêtement, il a l'air inarrêtable. Et souviens-toi, l'an passé, il allait bien jusqu'à temps que je pense que c'était en faisant des folies, en sortant d'un bar. Je pense que tu Ok. blessé au Je m'en pouce, rappelle pas. quelque Ok. chose comme Je ça. m'en C'était rappelle quelque chose de bien niaiseux. All right. Hey, Luc, merci beaucoup. Je trouve que tu as été très présent avec les auditeurs, les Ouais, commentaires des ben, auditeurs. écoute, on essaie le plus possible. On essaie le plus possible. Mais tu sais, la conversation avec Pierre était super intéressante. Puis les questions des auditeurs étaient vraiment pertinentes aussi par rapport à tous les sujets abordés. On aurait pu parler de toutes on les fait la équipes. même là. affaire. On se fait une liste, mais Ben, c'est parce que vous avez dévié sur plein d'équipes, puis c'est super intéressant, puis ça met en perspective bien des affaires aussi. Fait que Exactement. merci à tout le monde d'avoir été Tim, à mise très en onde. participatif. un gros merci. Super job, buddy. Un gros merci également à Roch Carignan aux médias sociaux. Merci à toi, Luc, et à vous. Un gros merci d'avoir été là. On se rejase demain, jour de match Canadien Bruins. Soyez là demain midi, rds.ca. On jase.